Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à la Fiebdo. Nous y sommes encore cette semaine pour débattre l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et pour en parler, bien sûr, nous avons trois sujets à débattre. Il s'agit des attentes des Maliens sur le passage de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Ici, c'est dans cette semaine. Alors, rencontre tripartite Mali-Burkina Faso et ils étaient en tout cas Mali, Burkina Faso et la Guinée. Ils étaient à Ouagadougou le jeudi dernier sur les consultations politiques communes, les actions communes à mener. Nous en parlons sur ce plateau. Le dernier sujet, il s'agit bien sûr du chronogramme des élections, les enjeux des prochaines élections. Alors, nous avons trois bons invités sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Badou Escoba, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Monsieur Badou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mes deux co-débatteurs, à vous-même, à l'ensemble de l'équipe d'Alafia TV. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce moment. Très bien, merci. Alors, nous avons Vincent Koumélan, voilà, je suis arrivé enfin dans les coulisses. Ça posait même un problème. Vincent Koumélan, Isaac, il est leader d'opinion et journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien, bonsoir merci. Merci. Alors, nous avons Monsieur Oumar Bakari Diallo. Il est le président de l'Alliance pour le renforcement de la démocratie à ARD Mali. Monsieur Oumar Bakari Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci Fabrice. Très bien. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau et comment va le Mali et le Mali Koura? Bon, moi, je me porte très bien et je pense que le Mali aussi avance. Très bien, merci. Le Mali avance. Vous avez la même impression? Le Mali Koura, le Mali et le Mali Koura, les deux vont bien. Les deux vont bien et je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, il y a des raisons d'espérer. On peut garder espoir parce qu'il s'agit de faire en sorte que la postérité puisse être fière de nous demain. Très bien. Vincent Koumélan, vous êtes leader d'opinion et journaliste. Quel est votre état d'esprit actuellement? Comment va le pays? Bon, on dira que le pays va bien. C'est-à-dire, on peut quand même bien projeter le Mali et on espère que d'ici là, avec tout ce qui est en train de se passer, les choses pourront aller. Alors, Badou, je reviens à vous. Le passage de Sergueï Lavrov au Mali, en tout cas, ils étaient avec la transition, les autorités de la transition, ils étaient ensemble. C'est sûr, la collaboration, la coopération Mali-Russie qui continue, mais à côté, on nous parle on nous dit qu'il n'y a pas quand même Wagner et que c'est juste des collaborations. Et je pense que la visite du ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, est la preuve qu'il n'y a pas Wagner au Mali. C'est une relation d'État et d'État. Ça a été toujours dit, mais les détracteurs du Mali n'ont jamais voulu le croire. Et je pense qu'ils ont cru maintenant. Et les relations russo-maliennes, c'est des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des relations qui datent d'hier, du temps de l'Union soviétique. Parce qu'il est très important de rappeler un certain nombre de faits qui prouvent que l'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères, n'est-ce pas, c'était nécessaire. C'était une manière de prouver aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale qu'entre Russes et Maliens, c'est le parfait amour. Qu'entre Russes et Maliens, n'est-ce pas, c'est la même direction. Et si vous suivez un peu le cours de l'histoire, vous savez que du temps de l'Union soviétique, l'Union soviétique a beaucoup contribué au développement des pays du tiers-monde. Et l'Union soviétique a beaucoup contribué à la libération des États africains. Parce que pendant les luttes de libération, l'Union soviétique a fourni des armes. L'Union soviétique a fourni des instructeurs pour former les combattants des mouvements de libération. C'est très important de le signaler. Et d'ailleurs, pour la toute petite histoire, l'ancien président du Mali, le général Moussa Traoré, était parti en Tanzanie comme formateur. C'est là où il a rencontré notre maman nationale, Mariam. Donc c'est pour vous dire qu'on ne cessera jamais de dire tout ce que les Russes ont fait pour le Mali. L'ex-lycée de Badrabou, qui est la FAST, c'est une œuvre de Russes. L'école normale supérieure, c'est une œuvre de Russes. Le stade omnisport Modibo Keïta, c'est une œuvre de Russes. Donc c'est pour vous dire que
la coopération entre Russie et Mali, c'est une coopération qui va au-delà de beaucoup de choses. Et quand l'armée malienne a été créée, c'est vrai que les Français nous ont fourni quelques armes, mais les premiers tanks que nous avons reçus, c'est les Russes qui nous ont donné. C'est les Russes qui ont formé nos tankistes. Et quand l'armée de l'air a été créée en 1976, c'est les Russes qui ont fourni les MiG, les Yak-Kalandé, les Stormovik, les Sukhoi. Vous voyez. Donc, la relation entre la Russie et le Mali, c'est une relation très ancienne. Et au niveau du Conseil de sécurité, Sergueï Lavrov, qu'on appelle Mister Niet, nous a beaucoup aidé. Et vous savez qu'il a bloqué 5 résolutions concernant la Syrie. Il a bloqué plusieurs résolutions concernant le Mali. Donc, c'est pourquoi le Mali a tenu à ce que vraiment Poutine envoie Sergueï Lavrov, histoire de raffermir la coopération qui existe entre le Mali et la Russie. Et d'ailleurs, Poutine a expressément demandé à Sergueï Lavrov de demander au président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, d'effectuer le déplacement pour aller assister au sommet de Saint-Pétersbourg qui aura lieu peut-être dans quelques jours. Donc on ne cessera jamais de dire ce que les Russes nous ont fait. Et d'ailleurs, lors de sa conférence de presse, parce qu'il faut un peu actualiser le débat aussi, il a fait des effets d'annonce. Il a affirmé que la Russie va continuer à assister militairement le Mali. Et d'ailleurs, la Russie l'a fait récemment. Vous avez vu tous les équipements militaires que nous avons, les avions Sukhoi, les hélicoptères Mi-35. Et au-delà de cela, il dit que la Russie va investir dans le domaine des infrastructures. Donc, il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, la Russie a déjà décidé de nous fournir du blé et des hydrocarbures. Parce qu'avec le conflit ukrainien, vraiment les choses se sont un peu compliquées. Surtout la fourniture de blé est en train de poser problème. Donc les Russes ont décidé de pallier à cela. Donc en nous fournissant du blé et des hydrocarbures. Donc je pense qu'on aura le temps d'en Très bien, vous avez été compris. En tout cas, Monsieur Kouamélan, Isaac, Vincent Kouamélan Isaac. Alors, le passage de Sergueï Lavrov ici au Mali, qu'est-ce que cela pourrait apporter aux Maliens? Déjà, moi je pense que déjà son passage ici doit d'abord rassurer les Maliens parce qu'il y avait trop d'interrogations derrière les gens avec la presse internationale. Vous entendez dire de partout que il y a cette histoire de Wagner, tout ça. Donc la présence du ministre des Affaires étrangères russe montre que c'est une histoire d'État à État. Comme il a dit tout à l'heure, c'est l'État russe qui collabore avec l'État du Mali. Et ça, je pense que ça déjà, ça peut rassurer déjà la population qui était en griffe entre des informations un peu de partout. Très bien. Voilà. Alors, il y a un adage qui dit que la main qui donne, c'est cette main-là qui ordonne. Et la main qui entretient, c'est cette main-là qui tient. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que nous sommes sur une nouvelle influence russe au détriment de la France? Moi, je pense que la visite de Lavrov ici au Mali, ça suscite beaucoup d'espoir. Et ça nous a aussi montré que vraiment ce qui était dans les pensées, ce qui était en train de dire, de dénigrer le pouvoir actuel en disant que l'autorité est en train de travailler avec une milice Wagner. Donc, je pense que le ministre des Affaires étrangères de la Russie, vraiment, et lorsqu'il est venu... Est-ce que simple passage suffit pour dire que vraiment l'État malien ne travaille pas avec Wagner? Mais c'est que, moi je peux dire, honnêtement, ce qui a été publié, ce qui est public, ce qui est tangible, on ne peut juger les gens que ce qui est tangible. Nous avons vu que la relation entre le Mali et la Russie, c'est maintenant une preuve tangible qui montre réellement que les autorités sont en train de travailler avec l'État russe, la Fédération russe. Donc je pense qu'il est très important que nous essayons quand même de continuer avec cette collaboration qui ne date pas aujourd'hui, comme mon co-débatteur l'a si bien dit. La collaboration entre la Russie et le Mali, ce n'est pas une collaboration qui a daté dès maintenant. Je pense que depuis les temps immémoriaux, la Russie a toujours été l'une des défenseurs, c'est-à-dire que de tiers-monde. Nous avons vu avec leur participation dans plusieurs domaines en termes de développement de l'Afrique, en termes de développement aussi des gens qui étaient opprimés. Je pense que la Russie reste toujours un partenaire fiable pour le Mali. Mais qu'est-ce que les Maliens doivent attendre? Quelles devaient être les attentes des Maliens? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Quel résultat son passage pourrait donner aux Maliens? Quel est l'espoir que les Maliens peuvent nourrir après le passage de Sergueï Lavrov? Bon, je pense que les attentes des Maliens sont fortes
sont fortes vraiment. Mais ce que moi je peux dire concrètement, bien avant que le ministre des Affaires étrangères ne soit au Mali, quand même, nous avons vu que la coopération Mali-Russe vraiment avait commencé à donner des fruits. Parce qu'avec le recul des attaques des djihadistes, je pense que c'est une pleine participation de la Russie qui a fait qu'aujourd'hui notre armée est en train de monter en puissance. Je peux dire que l'affaire a changé le camp. Donc c'est grâce à la coopération sud-sud entre le Mali et la Russie que vraiment nous parvenons à récupérer notre territoire petit à petit. Et que vraiment l'État du Mali s'assume sur tous les plans aujourd'hui. Très bien. Est-ce que nous n'assistons pas déjà à une autre influence d'un autre maître? Non, nous n'assistons pas du tout à une autre influence d'un autre maître. C'est ce que j'ai dit, la coopération russo-malienne ne date pas d'hier, c'est une coopération militaire, c'est une coopération grosso modo très ancienne. Et j'ai répété un certain nombre de faits. Donc l'Union soviétique a toujours œuvré dans le sens du développement des pays du tiers-monde, contrairement aux anciennes puissances coloniales. On a vu ce que les puissances coloniales ont causé comme dégâts dans nos pays. Donc, quand il y a eu les indépendances, quand nos jeunes États se sont tournés vers les Soviétiques ont tout de suite décidé de nous aider pour ne pas sortir du cadre de base. Je vais vous donner simplement un exemple. Quand l'autre, Nasser, a décidé de construire le barrage d'Assouan, il a approché les Américains. Les Américains lui ont dit que mais tu es fou. Vous pensez que nous, on va vous donner les moyens de construire une infrastructure comme le barrage d'Assouan? Quand Nasser s'est rapproché des Soviétiques, les Soviétiques ont tout de suite donné leur accord et le barrage d'Assouan a été construit. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et pour le cas spécifique du Mali, la Russie a contribué au développement du Mali. La mine d'or de Kalana, la société de gestion de la mine d'or de Kalana. Les Russes ont été les premiers à exploiter une mine d'or et ça, c'est la mine d'or de Kalana. Et la mine d'or de Kalana a été utilisée comment? Une partie de l'argent était destinée à l'achat d'équipements militaires et à payer ceux qui venaient former nos militaires. Et une partie de l'argent partait dans le domaine de l'éducation. Et les Soviétiques avaient initié... Peut-être que ça, c'est un rapport pour vous donner des relations... parce que la Russie, non. Il est très important de les... Parce que la Russie est héritière de l'Union soviétique. Quand on parle de l'Union soviétique, c'est la Russie. Oui. Malgré la dislocation de l'Empire soviétique, la Russie quand même fait 17 500 000 km². C'est le plus vaste État du monde. Donc, tout compte fait, on a besoin de la Russie. L'autre jour, quelqu'un me disait non, la Russie n'a que des ressources naturelles. La Russie exploite ses ressources, mais technologiquement parlant, les Russes n'ont pas la technologie. Je l'ai dit, c'est faux. Les Russes ont été les premiers à lancer dans l'espace un satellite, le satellite Sputnik en 1957. Et c'est un Russe qui a fait le tour de l'espace, Yuri Gagarin à bord de Vostok 2. Donc ça, c'est les premières. Et quand les Européens font la grande gueule pour dire que le potentiel nucléaire russe est vétuste parce que le sous-marin nucléaire Kurs, qui est un sous-marin nucléaire de classe Akula, a fait naufrage avec 117 marins à son bord, ça explique que la Russie était un État arrière. Mais j'ai dit, Ariane 5 a explosé en plein vol à Kourou, en Guine, Ariane 5 a explosé. Donc, ne déplaçons pas le débat. Non, je ne déplace pas le débat. C'est pour vous dire que non, c'est des campagnes de dénigrement, des campagnes d'intoxication. Nous n'assistons pas à une autre influence aujourd'hui. Non, ce n'est pas une autre influence. Est-ce que ce n'est pas l'influence russe? Sur cette terre des hommes, il y a toujours eu des relations, des rapprochements. Quand les nazis ont occupé la France, il y a eu une alliance militaire dirigée par les États-Unis pour libérer la France. Les Soviétiques ont contribué à la libération de la France. Et quand les Français ont estimé que la présence américaine n'était plus nécessaire, De Gaulle les a dit de partir. C'est ce que nous avons fait. Nous avons dit aux Français de partir. La France est devenue un lézard qui est parti en laissant sa queue au Mali. C'est ce qui ne plaît pas à certains. Nous ne cesserons de le dire. Je ne sais pas tomber dans les mains de notre maître. Je pense que la relation russo-malienne, c'est une relation d'État à État. C'est un rapport gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce que vous offrez? En tout cas, on va revenir sur le débat. Qu'est-ce que le Mali... C'est que le Mali... c'est que le Mali offre aux Russes, je vais le dire, quand le tour de temps va venir. Voilà. Parlant du sujet. Parlant de cette influence. Je suis là, je suis en embuscade. Moi, je ne dirais pas que c'est il y aura une certaine influence. Ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que tout part des relations, c'est-à-dire des bases. Des bases qui ont été établies. Si les bases sont ratées dès le début, je pense qu'à la longue, ça finira par une influence. Mais si les bases qui ont été placées et posées sont des bases vraiment solides, où chacun est là, gagne sa part, la plupart des discours que nous entendons de l'État malien, vous en voyez disent que mettre d'abord la population au devant de tout. Donc, il faudrait que cela avantage d'abord la population. Donc, si
la base est gagnant-gagnant et qu'il n'y a pas de débordement, je pense que ça ne finira pas par une influence. Mais si c'est, comme on dit, chercher de l'aide, si le Mali cherche à avoir de l'aide, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faudrait pas qu'on court chaque fois derrière des aides. Le Mali est riche et le Mali a des potentiels. Vous comprenez? Donc je ne pense pas qu'on est en train de courir derrière des aides, mais plutôt on est en train de chercher à avoir des partenaires et puis essayer quand même plus ou moins de pouvoir faire chemin ensemble. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Je pense que... Alors, revenant à la question de l'influence russe sur le continent, puisque le même scénario, nous voyons ça au Burkina Faso, où on demande le départ de la France, et voilà, au profit de la Russie, dont le drapeau même est en l'air dans les rues à Ouagadougou, demandant la coopération avec les Russes. Est-ce que nous n'assisterons pas dans les années à venir, ou nous n'assistons pas déjà à cette influence russe sur le continent africain? Moi, je pense que le débat ne doit pas uniquement baser sur c'est-à-dire que l'influence de la Russie ici en Afrique. Est-ce que l'Afrique ou est-ce que le Mali ne va pas vraiment donner sa tête à un autre maître? Moi, je pense que le débat ne doit pas dérouler sur ce plan. Je pense que la coopération entre le Mali et la Russie, le ministre des Affaires étrangères, Diop, a été très clair devant Lavrov. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Mali n'est contre personne et le Mali est ouvert au dialogue. Le Mali entame, c'est-à-dire qu'il veut travailler avec le monde entier. Tout État qui respecte tous ces trois principes du Mali, le Mali n'a pas de choix. Il peut travailler avec toute personne qui ont la conviction de respecter nos trois principes clés. Ces principes clés c'est quoi? C'est d'abord le respect de la souveraineté du Mali. C'est-à-dire qu'on ne traite plus avec quelqu'un qui badine avec notre souveraineté. Ça, c'est un. Le deuxième principe, ça, c'est le respect des choix stratégiques. Ça veut dire que le Mali ne veut plus être vraiment un pays qui va demander à un autre pays avec qui il doit travailler. Donc le Mali ne veut plus marcher avec l'ancien système qui était que quand on veut vraiment faire des relations, tisser des relations avec le monde entier, il faudrait passer par tel pays pour que ce pays donne son aval. Je pense que on n'est plus dans ce système-là. La troisième étape, ça c'est quoi? C'est le choix partenaire du Mali. C'est-à-dire le Mali a le droit, en tant qu'État souverain, de nouer les relations partenaires avec qui il veut. Donc, je pense que le ministre Diop a été très clair devant Lavrov. Il a dit que le Mali, la coopération avec la Russie, c'est pas dire que le Mali veut vraiment faire dos aux autres États. Le Mali est ouvert à tout État. Mais il faut que les relations soient basées sur les trois principes clés de la refondation du Mali. Que je viens de citer. Voilà, mais qu'est-ce que le Mali offre en retour? Lorsqu'il y a cette coopération, nous savons que c'est gagnant-gagnant. Oui. Mais qu'est-ce que le Mali donne en retour aussi? On reçoit des équipements militaires, on reçoit des instructeurs russes qui instruisent l'armée malienne, les FAMA. Qu'est-ce que qu'est-ce que le Mali donne en retour? Bon, moi, je pense que ce que le Mali doit quand même faire, c'est d'essayer toujours de continuer à nouer les relations avec le monde entier. On ne va pas défendre l'intérêt... Vous n'avez pas répondu à ma question, je vais en revenir. On ne va pas demander à savoir tel pays gagne, on va donner tel engagement, sinon telle chose à tel pays, parce que ce pays nous a aidés. C'est aux États partenaires d'assurer son intérêt. Parce qu'il faut savoir que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que d'intérêt. Si nous voyons aujourd'hui que la Russie est ici au Mali et en Afrique, ça veut dire que la Russie aussi a des intérêts. Donc ce n'est pas à nous forcément de leur dire que vraiment nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais la Russie, c'est pourquoi il est là. Même si je ne suis pas satisfait totalement de la réponse, qu'est-ce que le Mali donne en retour
à cette collaboration Beaucoup de choses. Le Mali a beaucoup de choses à donner aux Russes. D'abord, le puisque Mali... vous avez cité les choses que la Russie donne. Oui, le Mali servira de tête de pont à la Russie. C'est-à-dire à partir du Mali, la Russie pourra reconquérir l'Afrique. Et ça, c'est un premier élément. Vous acceptez que les autres... Un second élément, la Russie a besoin de certaines ressources que les Russes n'ont pas. C'est vrai que la Russie, je l'ai dit, la Russie fait 17 500 km². Mais il y a des ressources qui ne se trouvent pas en Russie, mais qui se trouvent au Mali. La Russie peut avoir besoin de ça. Comme quoi comme, par exemple, le lithium. C'est vrai, le lithium qui est en train d'être exploité vers Gualamina à Bougouni, qui est entre les mains des Australiens, ils peuvent avoir d'autres minéraux, les Russes peuvent avoir besoin de ça, parce que le lithium entre dans la fabrication des batteries. On parle d'énergie renouvelable, on parle de décarboniser le monde. Donc, c'est un facteur très très important. Et au-delà de cela, sur le plan culturel, la culture malienne, la civilisation russe. Et pour votre information, peut-être vous le savez déjà, beaucoup de Maliens ont étudié en Russie au début des indépendances. Par exemple, vous prenez la Guinée. Les Français, avant de partir, n'ont même pas laissé un fil électrique. Quand Sékou a dit non aux Français. Donc, pourtant, ils disent qu'ils ont laissé des hôpitaux. Non, ça c'est malgré eux-mêmes. Ils ont laissé certains hôpitaux malgré eux-mêmes, pensant qu'ils ne vont jamais quitter. Même le barrage de Markara qu'ils ont construit. Le barrage de Markara, c'était destiné à l'origine pour la production de coton, pour les industries textiles françaises. C'est ça, le fond du problème. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup à recevoir des Russes. Les Russes, par exemple, beaucoup de cadres maliens ont été formés à l'université Patrice Emery Lumumba de Moscou. L'actuel premier ministre, le docteur Shogal Kolomeiga, a encore sa photo à l'Institut des télécommunications de Moscou. Et à l'époque, il y avait Radio Moscou, nous on était tout petits, on s'approchait de nos papas, on écoutait Outlet Radio Moscou de là. Et quelqu'un me disait que culturellement, la Russie est fermée. J'ai dit la Russie n'est pas fermée, parce que l'exemple type, c'est le cas d'Igor, Mamadou Igor Diarra. Sa mère est russophone. Son père, c'est le général Cheikh Oumar Diarra, qui a séjourné en Union soviétique, en Russie. Donc, c'est qu'il s'agit dans la rue pour nous essayer de nous tromper. Ils ne pourront pas nous tromper. Nous savons ce qui se passe, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, mais ce que le Mali doit donner. Ce n'est plus l'époque de la Gaule où les Français vous font braver vos ancêtres de Gaulois. C'est ce que j'ai dit. J'ai cité ce que le Mali peut des choses. Non, le Mali, par exemple, j'ai pris l'exemple de lithium. Il y a d'autres minéraux que les Russes peuvent nous aider à les exploiter. En échange, ils peuvent construire des usines ici, on partage les bénéfices. Il y a beaucoup de ça, on peut coopérer dans plein de domaines. Et pour la première fois, ce sont les Russes qui ont été les premiers à chercher du pétrole au nord. Ils ont foré un puits à Tabanat et à Intanat. Vous pouvez vérifier mon information dans la région de Gao, jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Mais malheureusement, on n'a pas eu de pétrole. Donc tout ça, ça prouve que les Russes sont là il y a très longtemps. Ceux qui pensent que la Russie c'est notre maître, la Russie est là depuis le début des indépendances et la Russie nous a toujours aidés. Et aujourd'hui, si on est en train de dire que l'armée malienne est en train de monter en puissance, c'est grâce aux Russes qui sont en train de nous donner des équipements. Pendant que nous, on cherchait à nous défendre, les Occidentaux ont imposé un embargo sur les armes. Je me rappelle bien, lorsque les 80 combattants du mécanisme opérationnel de coordination sont morts à Gao suite à un attentat. Le président a failli sangloter, il a dit le Mali est en guerre, le Mali est en guerre, il faut que nos patrons le sachent. Le Mali est sous embargo, le Mali est en guerre. Donc quand nous avons approché les Russes nous ont dit nous sommes prêts à vous aider parce que le terrorisme c'est un problème commun. Tous les pays sont confrontés au terrorisme. Donc la Russie a beaucoup à nous donner, nous avons beaucoup à donner aux Russes. Vraiment, les Russes nous ont réussi à cœur ouvert. Ça a été le cas de la Centrafrique. Ça a été la même chose. En Centrafrique, quand Argent Faustin Touadéra a demandé aux Français de laisser Sangaris, les Français ont refusé. Finalement, il s'est jeté dans les bras des Russes parce que s'il n'avait pas été voir les Russes, lui, il allait tomber. Les Français ont initié l'opération Barracuda, ça n'a pas marché. Ils ont amené David Dako dans un avion, honteusement, ça n'a pas marché. Il y a eu l'opération Bouali, ça n'a pas marché. Il y a eu l'opération Sangaris, ça n'a pas marché. Donc, si vous collaborez avec un État, si ça ne marche pas, vous êtes obligé d'aller vers d'autres États. Je pense que le choc, Abdoulaye Diop a tout dit. Nous avons diversifié nos partenaires. Nous travaillons avec les Iraniens, avec les Turcs. Les drones Bayraktar que nous avons récemment, c'est les Turcs qui nous ont fourni ça. Donc c'est pour dire que le Mali est un pays ouvert à tout le monde. Vous avez dit, c'est que le ministre des Affaires étrangères a dit, il faut qu'on respecte ces principes-là. Une nation qui ne respecte pas ces principes-là, basta. On n'a pas besoin de toi. Très bien. Tu dégages de chez nous. Ouais. Voilà. Vous avez été compris, Badou Escobar. Voilà. Alors, nous voyons tout ce que les Russes font sur le continent africain aujourd'hui. Est-ce que tout ceci arrange les Africains? C'est sur ça que nous allons clore le premier sujet. Très bien. Donc, je disais tout à l'heure que si ça n'arrangeait pas, déjà, le Mali allait quand même
qui étaient dans l'affaire depuis. Je parle des Africains. Oui, oui, le Mali d'abord, puisque on parle d'abord du Mali. Le Mali allait quitter dans cette histoire. Et nous avons vu que le Mali a copié ce modèle-là déjà depuis les États sud-africains et du sud-africain. Sud-américain. Sud-américain. Voilà, donc c'est quelque chose qu'ils ont vu que ça marchait. Ils ont vu, ils ont observé, ils ont vu que chaque fois parce que avec les Français, ils ont remarqué que parce que cela demande de mettre en évidence le réel problème du Mali. Quand le Mali expose son problème et que on se joue les sourds d'oreille pendant que le problème il est réel. Voilà, on parle du problème des djihadistes. On dit que des personnes meurent, pas n'importe quelle personne qui meurt. La population meurt, les soldats meurent au front. Pourquoi? Eux, parce qu'ils n'ont pas d'armes pour combattre. Mais ils iront vers qui pourra leur fournir des armes qu'il faut. Parce que là, il y a la guerre qui est là, qui est pressante. Donc, je pense que c'est quelque chose qui les arrange. Et je vais dire ainsi que, comme je l'ai dit au début, tout va partir du contrat de base entre les Africains et que ce soit les Russes, les Américains ou que ce soit, ça va partir du contrat de base. Si le contrat de base est fait avec des compromissions, je pense que là, ça ne pourra pas aboutir. Parce que tôt ou tard, ceux avec qui on s'est compromis pourront quand même nous tirer de part et d'autre. Mais si on est parti sur de bonnes bases, je pense que là, ils ne pourront pas quand même... il n'y aura pas de domination, il n'y aura pas de retour à la colonisation. Ça sera pour un avenir meilleur. Alors, deuxième sujet à évoquer dans cette émission, il s'agit de la rencontre tripartite Mali, Burkina Faso et la Guinée qui étaient rencontrés à Ouagadougou sur des consultations politiques pour des actions communes. Nous en parlons bien sûr dans cette émission. Alors, monsieur Bakary, monsieur Oumar Bakary Diallo, pourquoi une telle rencontre? Est-ce que nous tendons vers un CEDEAO 2? Merci pour la question. Je pense que la rencontre tripartite qui a été faite à Ouaga l'autre jour-là, je pense que c'est nouveau à notre époque, sinon ce n'est pas nouveau dans l'histoire de nos pays. Parce que depuis l'indépendance, je pense que les pères fondateurs de nos différents pays avaient les mêmes visions, les mêmes convictions en termes de développement économique et politique de notre pays. Donc je pense que c'est juste faire ressusciter ces pensées-là afin que nous puissions mettre en commun le combat et que nous puissions vraiment gagner et résoudre les maux qui rongent notre société aujourd'hui. Oui, résoudre les problèmes qui minent notre société aujourd'hui. Mais est-ce qu'une telle rencontre avec les trois pays qui sont sous un régime militaire, est-ce que c'est pour dire, est-ce que c'est un signal à la CEDEAO? La CEDEAO traditionnelle, bien sûr. Je pense que ce n'est pas un signal à la CEDEAO, c'est juste que nous avons des problèmes communs. Lorsque nous avons les mêmes problèmes et que nous n'avons pas d'autre choix que de s'unir et échanger, discuter sur le problème et afin de pouvoir proposer les solutions idoines, je pense que tel a été fait lors du sommet entre les ministres des Affaires étrangères à Ouaga. C'est-à-dire que ce n'est pas pour menacer la CEDEAO, mais c'est juste que la CEDEAO doit comprendre que ces trois pays sont là et ils sont confrontés à des mêmes problèmes, à des mêmes difficultés et qu'ils veulent vraiment faciliter certaines choses entre eux. C'est seulement ça. Sinon, moi, je ne vois pas que c'est une menace pour la CEDEAO. Très bien. Alors, Monsieur Kouamélan, voici les trois pays qui sont sous un régime militaire, qui se rassemblent, qui se réunissent à Ouaga. Voilà, pour décider, en tout cas pour se consulter politiquement sur des actions à mener ensemble. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, je me dis que ils se sont mis ensemble parce que la voix d'un seul pays ne peut pas porter. Vous voyez, je me dis qu'ils ont tous un problème commun. Ils sont tous confrontés à pratiquement les mêmes réalités. Vous voyez. Donc, je pense que je peux dire que c'est un signal. Hein. Moi, je vois ça comme étant un signal à la CEDEAO parce que, regardons un peu, le Mali expose son problème. Le Burkina Faso également expose son problème. Mais je me dis que peut-être qu'ils ne sont pas compris au niveau de la CEDEAO. Ils ne sont peut-être pas compris
C'est pourquoi il ne cherche pas à résoudre le problème qui est posé. Vous voyez, quand on essaie de voir un peu au niveau des différents réseaux sociaux, on suit un peu les actualités, vous allez comprendre que là, les gens vont vous faire comprendre que le Mali, que ce soit au Mali, au Burkina et ici, ce sont des autorités militaires qui sont mis au pouvoir et qui veulent garder le pouvoir. Alors qu'eux, ils sont là pour quelque chose. Il y a un problème qui est là. Il y a la guerre au nord. Il y a des djihadistes qui rentrent, qui tuent, qui font du n'importe quoi, et ils se sentent parfois impuissants. Et seuls, ils ne pourront pas. Donc, quand ils lancent le signal, je peux dire, cette coalition, oui, c'est un signal à la CEDEAO pour les interpeller, à ce qu'ils comprennent qu'il y a un problème. Il y a réellement un problème à vraiment apporter à l'attention de tout le monde, afin de pouvoir trouver une solution. Très bien. Y a-t-il un mal à se réunir à trois pour parler des actions communes à mener en tant que des pays qui vivent la même réalité? Il n'y a aucun mal à cela. C'est un message fort, c'est un avertissement à l'endroit de la CEDEAO et de l'UMOA, surtout à l'endroit de la CEDEAO. C'est pour dire à la CEDEAO que si vous n'arrêtez pas avec la CEDEAO des syndicats des chefs d'État, les pays là vont essayer les pays vont essayer de réorienter leur politique et aller ailleurs. Et c'est ce qui risque de se passer avec l'Union Burkina, Mali, Guinée. Même si ça relève de l'utopie, quand même c'est un signal fort. Je pense que le président Faure Keïta du Mali est fier. Le président Maurice Yameyogo de la Haute-Volta, parce qu'à l'époque c'était la Haute-Volta, une précision de taille, est fier. Et Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Ahmed Sékou Touré est fier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était nécessaire. D'ailleurs, le temps a été donné par le Mali et le Burkina, parce qu'Apollinaire Kilem de Tambela, qui est le premier ministre du Burkina, est venu ici avec des effets d'annonce de reprise de la coopération mixte entre le Mali et le Burkina, et voir comment faire la ligne Bobo-Dioulasso-Sikasso-Bamako. Donc tout ça, c'est des facteurs d'union. Et au-delà de cela, comment se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme est un phénomène transnational. Aucun pays à lui seul ne saurait combattre le terrorisme. Surtout que les États d'Israël ont été déçus par la présence française. L'opération Sabré au Burkina, depuis combien d'années? L'opération Sabré au Burkina, depuis combien d'années? Le commandement des opérations spéciales, le 11 janvier 2013, quand l'opération Serval a commencé, c'est le commandement des opérations spéciales qui est venu d'abord, avant que les autres forces françaises n'interviennent. Donc, ces pays-là, le Mali et le Burkina ont vu tout cela. Donc, ils ont décidé finalement de chercher d'autres alliés. Maintenant, pour le cas spécifique de la Guinée, on sait comment les événements se sont passés. Donc, une union entre le Mali, le Burkina et la Guinée, même si c'est à l'état, je ne sais pas, de simple annonce, quand même c'est un signe d'espoir. Sinon, on a vu les tentatives d'union ont échoué. La fédération du Mali a échoué avant. Il y a eu une tentative d'union Mali-Guinée-Ghana, ça n'a pas marché. Et quand la fédération du Mali a voulu prendre corps, Félix Houphouët-Boigny s'est arrangé avec Iber Magadi Dahomey et Maurice Yameyogo du Burkina et Amani Diori du Niger. Donc il s'est arrangé avec eux, ils ont créé le conseil de l'entente pour saboter la fédération du Mali. Donc c'est pour dire que c'est une très bonne initiative, mais comme je l'ai dit, c'est un message fort à l'endroit de la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale qui n'est pas en train de pleinement jouer son rôle, parce que la CEDEAO intervient toujours les médecins après la mort. Ce que nous sommes en train de vivre, on aurait dû ne pas vivre ça si la CEDEAO s'était investie dès le départ. Mais la CEDEAO n'a pas été honnête avec le Mali. Au départ, on a pensé que c'est un problème typiquement malien. Donc le terrorisme, c'est une hydre. Donc l'hydre terroriste a gagné le Mali, ensuite le Niger et le Burkina. C'est pourquoi l'autre jour, il y a eu l'initiative Dakar qui doit en principe déployer 10 000 hommes dans la zone. Donc tout ça montre que c'était nécessaire que les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays se rencontrent. Et il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges. C'est vrai qu'ils n'ont pas tout expliqué, parce qu'ils se sont rencontrés quand même en catimini, loin des caméras, mais c'est un signe d'espoir. Ça prouve que vraiment, en Afrique, il y a des États qui veulent aller ensemble, qui veulent parler d'une seule voix, qui veulent amorcer leur développement économique. Surtout que nos économies sont complémentaires. Le Mali et le Burkina, c'est deux pays qui produisent beaucoup de coton, c'est deux pays qui produisent de l'or. Donc nous avons besoin d'un débouché maritime. Il y a le port de Conakry. En échange, la Guinée produit beaucoup de bauxite. Nous pouvons avoir besoin de la bauxite de la Guinée. Nous pouvons avoir besoin, comment on appelle, le Mali pourrait avoir besoin de la bauxite des fruits de la Guinée. Le Mali peut avoir besoin de la bauxite de la Guinée. Monsieur, nous ne sommes pas dans la transformation. Pour fabriquer des antennes.
Par exemple, il y a les ateliers centraux de Marcala. Les ateliers centraux de Marcala fabriquent, je ne sais pas si ça continue, mais dans le temps, ça fabriquait des antennes paraboliques et c'était géré par des militaires. Donc on peut avoir besoin de l'aluminium de la Guinée et dans beaucoup de domaines. Dans plein de domaines. Donc c'est pour vous dire que les économies sont complémentaires. Même si ces pays se retrouvent dans un système confédéral, ce serait une bonne chose. Mais le plus important aujourd'hui, surtout pour le Mali et le Burkina, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc c'est pourquoi leur union c'était nécessaire. Parce que les pays là ont été déçus. Comme je l'ai dit, il y a eu Sabre, le commandement des opérations spéciales. Après, il y a eu Serval au Mali. Après, il y a eu l'opération Barkhane, ça n'a pas marché. G5 Sahel, ça n'a pas donné de résultats tangibles. L'administration est là en train de traîner les pieds. Donc, vraiment, les peuples ont été déçus. C'est pourquoi les peuples se sont dit, si nous partons vers une union, ce serait très bien. Et s'il y a eu des coups d'État au Burkina et au Mali, c'est dû à l'insécurité. La lettre avait été donnée. On a fait comprendre à la communauté internationale que si vous n'intervenez pas vite dans ces deux pays pour éteindre le fait, si l'insécurité continue, les militaires finiront par prendre le pouvoir pour essayer de gérer le tout sécuritaire. Et c'est ce qui s'est passé. Très bien, merci. Alors, il y a un adage, en tout cas pas un adage, mais on le dit souvent, si on rassemble tous les pays de la CEDEAO, on n'atteint même pas encore le 1 quart de la superficie de la Russie. Donc, cette superficie a été donnée tout de suite par Badou Escobar qui est à 17 millions et quelques, c'est ça? 500 km, 17 millions 500 000 km. Très bien. Alors, si on rassemble tous les pays de la CEDEAO, nous n'atteignons pas encore le 1 quart de la superficie de la Russie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, aller vers une union, c'est-à-dire casser les frontières de ces trois pays, en faire une fédération, avantagerait les trois pays ensemble? Bon, moi je pense que ce qui a poussé ces trois pays-là de se donner les mains, c'est que parce qu'ils ont les mêmes défis à relever. C'est-à-dire qu'ils vont essayer quand même de mutualiser leurs moyens pour relever le défi de la sécurité. Et le ministre même a parlé de ça, c'est-à-dire qu'en termes de renforcer les liens commerciaux, c'est-à-dire que faciliter les va-et-vient, les transports entre ces trois pays-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réductions, sinon le coût sera réduit en termes de voyage, en termes de passage, en termes de dédouanement des matériaux commerciaux, c'est-à-dire des trafics commerciaux. Je pense que ces trois pays ont intérêt vraiment quand même de se fédérer de façon responsable. Fédérer pas que nous serons du même État, mais que nous essayons quand même de conjuguer les efforts afin que nous puissions relever tous les défis de nos trois pays. Très bien. Alors, nous terminons avec vous sur est-ce qu'on tend vers les États fédéraux? Est-ce qu'on tend vers une fédération? Est-ce qu'on peut parler de la fédération dans les années à venir ou c'est juste des mutualisations des forces comme M. Oumar Bakari Diallo le dit? Bon, moi je pense que actuellement on peut s'arrêter au niveau des mutualisations parce qu'au niveau, si on doit parler des fédérations, c'est grand, hein, c'est gros, c'est un gros truc. Donc je pense que pas seulement ces trois États, mais je pense que l'Afrique elle-même doit comprendre qu'il est temps de se mettre ensemble. Parce que les problèmes qui minent l'Afrique sont les mêmes un peu partout. Vous voyez ? On est un continent qui est riche, un continent qui a tout, mais on nous chante à chaque lever du jour que nous sommes un pays pauvre. Ouais. Mais on doit se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut être pauvre avec tout ce qu'on a? Vous voyez? Donc l'Afrique même doit se mettre ensemble pour pouvoir créer, si possible, une fédération. Parce que c'est plus facile, comme vous aimez beaucoup les adages, c'est plus facile de casser un brindille de balai, mais c'est beaucoup plus difficile de pouvoir casser les balais même en entier. Vous voyez? Donc le mieux, l'Afrique doit se mettre ensemble pour pouvoir quand même lutter contre tous les défis qui sont au devant d'elle. Et le défi majeur, c'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Donc, il faudrait qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir lutter. Une petite précision de taille. Le Mali est le seul pays qui a inscrit dans sa constitution qu'il est prêt à renoncer à une partie de sa souveraineté au profit de l'unité africaine. C'est très important.
C'est dans le préambule même. Voilà. Très bien, merci pour cette précision. Alors, dernier sujet, dernière ligne droite de cette émission, il s'agit des élections prochaines, enjeu des élections prochaines. Est-ce que le chronogramme proposé, le référendum doit se tenir le mois prochain, le mois de mars? Est-ce que tout est fin, prêt pour que nous puissions aller à ces élections, en tout cas élections référendaires, et passer par la suite en juin, nous avons des élections générales, et en février 2024, les élections présidentielles. Est-ce qu'aujourd'hui tout est fait prêt pour que nous puissions aller aux élections? Est-ce que les signaux sont vraiment bons? Non, moi je pense que les signaux ne sont pas très très bons, il faut être franc, mais ça ce n'est pas tellement la faute des autorités de la transition, c'est compte tenu des réalités du moment et d'un agenda précipité, parce qu'il y a eu un chronogramme qui a été mis en place à la hussarde en accord avec la communauté internationale, à un moment où c'était très difficile. Mais ce que je peux dire, si vous tenez compte de l'étendue du territoire national et le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons, ce n'est pas facile. C'est vrai que l'armée gouvernementale est en train de faire de son mieux et le directeur de la DIRPA, le colonel Suleiman Founir Dambel, a ébauché les plans de sécurisation des élections, mais il y a matière à faire parce que même par rapport au toilettage du fichier électoral, il y a des problèmes. Par rapport à l'EGE, l'organe indépendant de gestion des élections, c'est vrai, ça a été installé, c'est Maître Moustapha Cissé qui préside ça, c'est un homme d'expérience, mais les démembrements ne sont pas encore installés dans certaines localités. Donc ça pose énormément de problèmes. Qu'est-ce qui retarde les travaux? Qu'est-ce qui retarde les travaux? Est-ce que vous êtes au courant? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour pouvoir vous dire, ou bien je ne suis pas dans le secret d'État pour vous dire ce qui retarde les choses, mais ce qui est sûr et certain, l'État quand même a la volonté de tenir, n'est-ce pas, ces scrutins. Mais comme je l'ai dit, il y a des problèmes. Ces problèmes-là étaient déjà là. Il s'agit de résoudre ces problèmes pour aller à ces élections. Parce que les gens sont pressés, sinon il faut le maximum de sécurité. Parce que supposons que surtout pour le référendum. Vous savez que le référendum est différent des autres scrutins. Parce que c'est le référendum qui va déterminer, n'est-ce pas, la politique du Mali pendant ces 20 et 30 dernières années. Et quand on parle de référendum, il faut que tous les citoyens votent. Si c'est une élection législative, n'est-ce pas, des députés peuvent être élus dans une localité. On peut attendre quelques mois pour organiser les élections législatives dans une autre localité. Mais ce n'est pas le cas du référendum. Le référendum est une question de souveraineté nationale. C'est ce qui va déterminer la politique intérieure et extérieure du Mali. Donc il faut que tous les citoyens votent pour le référendum. Donc c'est là où le problème se pose. Mais l'État, si l'État n'a pas les moyens, l'État peut se donner les moyens. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ce qui est sûr et certain, l'État est déterminé à aller à ces référendums pour que nous puissions aller vers la 4e République avec une nouvelle constitution. Très bien. Alors avec cette allure, Kwame-Lan, est-ce que nous tendons vers un report des élections Bon, je ne peux pas dire qu'il y aura un report, mais quand même je pense que, comme il vient de le dire tout à l'heure, si l'État est vraiment engagé, si l'État est vraiment engagé et motivé, je pense qu'il n'aura pas... Vous pensez si l'État... C'est une condition que vous posez? Bon, on ne peut pas donner une certaine certitude. Tout ce qu'on peut faire, c'est projeter. Déjà, il y a pas mal de problèmes déjà au niveau du référendum, et je pense que c'est le problème qui est là. Si ce problème-là, il est résolu dans le temps, je ne pense pas qu'il y aura un problème au niveau des élections. Donc moi, je pense que si l'État est vraiment bien engagé, bien motivé, se bat comme il se doit, je ne pense pas qu'il y aura un report. Alors, tendons-nous vers un report des élections. Est-ce que chez vous, les signaux sont bons pour que nous puissions aller aujourd'hui à ces élections tranquillement et sur toute l'étendue du territoire national? Bon, moi, je pense que, de mon point de vue, je pense que les signaux sont bons. C'est vrai, il y a un peu de retard. Le gouvernement est un peu en retard par rapport à certaines choses, mais je pense qu'il a la volonté, bien sûr, d'aller aux élections. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question centrale, ce n'est pas seulement d'aller aux élections, mais quel type d'élection? Parce que le gouvernement est en train attention, il y a un programme qui est proposé à la CEDEAO. Voilà, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de faire en sorte que les citoyens puissent vraiment aller voter paisiblement et qu'il y ait des élections transparentes et crédibles. Et ça se passe par ce qu'on appelle d'abord la mise en place des organes compétents pour pouvoir vraiment sécuriser les élections.
je pense que avec la rencontre avec la classe politique du ministre d'État Abdoulaye Diop, il a été très franc. Il a dit que, compte tenu de... Si le gouvernement voit que vraiment il y a trop de problèmes, il y a, pourquoi que c'est fort probable, mais il n'a pas dit que les élections seront reportées. Donc moi, je juge le gouvernement qu'il a la volonté d'aller aux élections, mais une élection crédible, transparente, qui pourra vraiment redonner la confiance au peuple malien envers la vie politique et la vie publique. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que non, il faut laisser toutes ces élections tomber et attendre jusqu'en 2024 pour élire de nouveaux dirigeants qui vont remettre le pays sur de nouveaux rails? En toute honnêteté, c'est mon point de vue. Moi, je pense que la priorité, ce n'est pas l'organisation des élections. C'est vrai qu'une certaine classe politique est pressée de revenir pour se remplir de tubes digestifs. Mais moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le retour de la sécurité. Et si la sécurité vient, on peut organiser des sécurités transparentes, comme il l'a dit. Mais, à l'heure actuelle, si on organise les élections dans la précipitation, dans ces conditions, ce sont ces mêmes politiciens qui vont investir le boulevard de l'indépendance pour dire que le scrutin a été très mal organisé, donc il y aura des manifestations, on va aller vers une autre crise post-électorale. Donc pour éviter cela, je pense que réfléchissons, que la transition réfléchisse, que la communauté internationale réfléchisse pour trouver vraiment les moyens de faire en sorte que vraiment on puisse reculer la date d'organisation de ces scrutins-là, pour donner le temps à l'État de mieux se préparer, de mieux sécuriser le territoire. Donc c'est la condition sine qua non si nous voulons retourner à un ordre constitutionnel normal. Mais si on organise des élections dans ce contexte, vous allez voir ce qui va se passer. C'est pourquoi j'ai dit, si l'État n'a pas les moyens, l'État peut se donner les moyens. Est-ce que vous êtes en train de proclamer déjà l'apocalypse? Non, je ne proclame pas l'apocalypse. Non, il s'agit du Mali, je ne proclame pas. Mais ce que je peux dire, si la classe politique et la communauté internationale, n'est-ce pas, essayent de pousser la transition à bout pour organiser ces élections, je pense que ça ne donnera pas de bons résultats. C'est pourquoi, si on pouvait, si vous me demandez, je dirais même qu'on aille au-delà de 2024. Ce n'est pas pour encourager la transition, ni pour encourager la transition, ni pour encourager X ou Y. Je pense qu'un régime militaire... Pour que les choses soient bien faites. Pour que les choses soient bien faites, pour qu'on ne puisse plus connaître ce que nous sommes en train de connaître, pour qu'il n'y ait plus de coups de caserne, pour qu'il n'y ait plus de bruit de bottes, pour qu'il n'y ait plus la bouche des canons, pour conquérir le pouvoir. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, il est nécessaire de réfléchir, de voir comment, avec l'ensemble des forces vives de la nation, trouver un compromis pour vraiment un peu reculer la date des scrutins. Sinon, voilà. Si on organise les élections dans ces conditions, ça peut aller, mais ça peut créer d'autres problèmes après. Parlant des forces vives, je reste avec vous, mais monsieur pour terminer, l'accord d'Alger, parce que déjà, je vois, les groupes armés ont décidé de s'unir encore à Kidal, oui. Je ne sais pas, pour faire face au gouvernement. Ça n'incite pas à l'organisation du référendum. Ça, il faut s'inquiéter déjà, parce que Kidal fait partie du Mali, qu'on le veut ou pas. Kidal fait partie du Mali. Kidal fera éternellement Kidal fera partie éternellement du Mali. Oui. C'est pourquoi je suis en train de m'énerver, parce que Kidal fera éternellement partie du Mali. Ouais. Ce n'est même pas à discuter. Donc il faut que... Mais est-ce que la CEMA, est-ce qu'ils comprennent ça comme cela? La CEMA a compris. La CEMA a compris. C'est-à-dire, la CEMA est en train de faire ce qu'on appelle du chantage. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Vous m'excusez, je n'aime pas les plaidoyers pour nous. J'ai toujours dit, seul le dialogue doit prévaloir. Parce que c'est nos frères égarés. Ils ont été instrumentalisés par une certaine puissance. Je pense que le plus important, c'est de les ramener à la raison. De leur faire savoir que ceux qui sont en train de les instrumentaliser ne sont pas leurs amis. À Kidal, il n'y a pas d'école depuis combien d'années? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité à cause de l'insécurité. Je pense que tout le monde a intérêt aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce que la paix revienne. Tout le monde a intérêt à ce que les enfants maliens puissent danser dans les rues de Kidal, que les enfants maliens puissent aller à l'école à Kidal. Donc c'est ça le plus important. Très bien. Alors, nous allons faire rapidement un tour de table pour voir, en tout cas, je commence par vous, président de l'Alliance pour le renforcement de la démocratie, M. Oumar Bakari Diallo. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Bon, avant de donner mon mot de la fin, je pense que, en ce qui concerne le chronogramme d'élection-là, je pense que nous devons faire très très attention avec ce programme. Parce qu'on ne doit pas se précipiter d'aller vite et tout de suite.
Parce que c'est vrai, Amadou Hampâté-Bâ avait l'habitude de dire que l'homme n'a point de queue, il n'a point de crinière. Mais le point de prise de l'homme, c'est la parole de sa bouche. C'est vrai, nos autorités ont donné un programme. C'est vrai, nous avons donné rendez-vous aux élections et à la CEDEAO. Mais je pense que ce qui prévaut aujourd'hui, c'est le sort du Mali. Et ce sort du Mali ne peut être préparé que dans les analyses et dans les bienfaits du travail. Donc je pense qu'il est très important qu'on aille aux élections. Mais je pense que ce qui est très important encore, c'est de rassurer et restaurer la paix au Mali, partout. Très bien. Donc quand même, je salue tout le monde, je salue tous ceux qui nous regardent, je salue tous les membres de l'ARD Mali, de l'intérieur et de l'extérieur. Et je salue nos autorités, je les encourage et je les réitère l'engagement total et l'accompagnement du mouvement ARD Mali afin que nous puissions aller de l'avant pour un Mali meilleur. Vous les encouragez parce que vous aspirez aussi au même poste un jour? C'est pas que nous encourageons parce que nous voulons devenir les dirigeants de demain, mais c'est parce que ce qui est en jeu, c'est le sort du Mali, c'est l'avenir du Mali et chacun doit participer pleinement, chacun doit jouer sa partition. Que nous voulons les autorités ou pas, l'essentiel c'est que le Mali aille de l'avant. Et nous mettrons tout en œuvre pour que cela soit fait. Très bien, merci. Alors, Monsieur Kouamélin, voilà, votre mot de la fin. Oh, mon mot de la fin, moi je dirais que le Mali a beaucoup à gagner dans cette histoire. Et ça, c'est vraiment tous les Maliens. Donc il ne faudrait pas que les Maliens regardent seulement les autorités se battre, il faudrait que tout le monde se lève. Quand il dit se lève, c'est-à-dire même dans les différentes activités, il faudrait que chacun mette du sien. Voilà, il ne faudrait pas qu'on attende tout des autorités, mais il va falloir que chacun se batte pour son Mali courant. Voilà, c'est ce que moi je pouvais vraiment dire comme mot de... Merci beaucoup alors, Monsieur Badou Escobar. Moi, ce que je veux dire, unis nous gagnerons beaucoup, mais divisés nous risquerons beaucoup. Je pense que le peuple malien a compris, le peuple malien est en train de comprendre. Le Mali est aujourd'hui le fil conducteur de l'Afrique. Il faut que cela continue. Donc le peuple malien a décidé de réorienter sa politique en sa manière. C'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce qui ne plaît pas à certains. Je pense que le Mali a pris son envol. Le Mali ira de l'avant. Nos enfants et nos petits-enfants demain seront fiers de ce pays-là. C'est ça l'objectif principal. Il ne faut pas voir ce qui est en train de se passer dans les pays voisins, mais il faut voir ce qui est en train de se passer chez nous. Et le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, l'a dit l'année dernière, lors de l'ouverture du festival sur le Niger, il dit qu'après 400 ans d'esclavage, 100 ans de colonisation, certains chefs d'État refusent encore d'ouvrir les yeux. Les Maliens ont ouvert les yeux et ça ira, Inch'Allah. Très bien, merci. Alors, nous étions avec Monsieur Badou Escobar, il est directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali, et Monsieur Vincent Kouamélin Isaac, il est leader d'opinion et journaliste. Et enfin, nous étions avec Monsieur Oumar Bakari Diallo, il est le président de l'Alliance pour le renforcement de la démocratie à RD Mali. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.